Bonjour et bienvenue à cette 4e webconférence de Mars Bleu, co-construite avec mon réseau cancer colorectal. Et donc ce soir, nous avons la chance de parler de la génétique au traitement et nous serons avec le professeur Laurent Puig qui est avec nous présent. Donc professeur Laurent Puig, bonsoir. Vous êtes chef de service en médecine génomique des tumeurs et des cancers à l'hôpital européen Georges Pompidou et vous êtes directeur du CIRIC CARPEM. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous et vous allez nous expliquer ce qu'est la médecine génomique. Et nous serons avec le professeur Thierry André qui va nous rejoindre et qui est donc chef de service de médecine oncologique à l'hôpital Saint-Antoine et président de la fondation Arcade. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et donc, Laure, je te laisse la parole. Voilà, alors bonsoir à toutes et tous, bienvenue à tous les utilisateurs de mon réseau cancer colorectal. Et ce soir, avec Oriane, on voulait, dans notre programme Mars Bleu, aborder plusieurs thématiques, déjà un peu s'y retrouver avec le professeur Laurent Puig dans toute cette génétique, ces gènes, ces noms un peu étranges qu'on entend et qui nous perturbent et qui pour autant sont absolument essentiels pour comprendre finalement certains facteurs de prédisposition, certaines maladies, ou alors la maladie, et notamment la maladie plus avancée, la maladie métastatique qu'on va chercher à mieux connaître pour mieux la contrer. Et donc ça fait vraiment partie des choses qu'on va, je dirais qu'on espère vraiment vous aider à mieux comprendre ce soir. Et puis donc dans un deuxième temps, le professeur André reviendra sur un petit peu les grandes stratégies de traitement pour les cancers colorectaux métastatiques et les portes, je dirais, qui s'ouvrent vers l'innovation pour nous expliquer et qu'on suive tout ça à la fois dans les nouveaux traitements, dans les essais cliniques qui peuvent se développer, que vous puissiez poser vos questions. C'est l'occasion donc de vous rappeler qu'il y a 2 onglets. L'onglet de chat où on peut se dire bonsoir et partager des petites choses. Et puis dans l'onglet questions, on vous invite donc tout au long de la soirée à mettre vos questions. Et Oriane et moi pourrons les remonter pour les 2 temps de questions qu'on vous propose. Un premier temps donc après l'intervention du professeur Laurent Puig et puis un deuxième temps en deuxième partie sur l'intervention du professeur André, et puis s'il y a d'autres questions qui seraient restées sans réponse. Voilà, donc je me tais et je vous passe la parole, professeur. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Donc, je vais essayer de vous dresser le portrait génomique des tumeurs en ayant en fait 2 volets, l'un autour de la génétique, on va dire, héritée, celle qui nous prédispose à développer des maladies, et en particulier des cancers, et puis ensuite, nous aborderons quelque chose qui est plus spécifique des tumeurs, qui sont les altérations qui sont acquises au niveau du génome des cellules tumorales et qui conditionnent en partie l'évolution de la maladie et qui permettent de développer aussi, et c'est là tout l'intérêt, des traitements personnalisés, de précision autour de ces tumeurs, en particulier dans le cancer du côlon. Donc, je vais donc passer sur la première diapositive. Pour vous dire qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, le cancer est une maladie de l'ADN. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cancer chez un individu sans qu'il y ait des anomalies génétiques qui soient acquises par les cellules tumorales. C'est-à-dire qu'on retrouve dans le génome, c'est-à-dire ce qui conditionne en fait toute la machinerie cellulaire, puisque l'ADN, c'est le code qui permet ensuite de traduire ce code en protéines, qui sont les briques élémentaires qui permettent à la cellule et à l'organisme de fonctionner. Donc, c'est une anomalie des gènes qui va déclencher en fait l'apparition du cancer. Avec 2 aspects, ce que je disais tout à l'heure dans mon introduction, c'est que ça peut être une maladie, on va dire, qui prédispose au cancer, et dans ce cas-là, on a une anomalie génétique qui est présente dans toutes nos cellules, qui est généralement héritée de nos parents, et qui donc est transmise quelque part,
et qui va prédisposer l'individu à développer un cancer. Et ce cancer va se développer plus précocement au cours de la vie que ce qu'on peut attendre de la moyenne d'âge de survenue des cancers, j'y reviendrai. Et puis la deuxième partie, c'est qu'il y a des anomalies qui cette fois-ci sont acquises au cours de la vie et qui sont en fait uniquement présentes dans les cellules tumorales. Et c'est bien important de comprendre la différence. Donc si on... pardon, c'est moi qui passe les diapositives. Donc il y a deux grands types de gènes qui sont impliqués dans la maladie tumorale. C'est ce qu'on appelle les oncogènes et les gènes suppresseurs de tumeurs, qui ont en fait des fonctions de garde-barrière tous les deux. Il faut voir ça comme des garde-barrières qui vont permettre de contrôler en fait le cycle, la division des cellules. On est constitué de millions, de milliards de cellules. Nos cellules se renouvellent de manière périodique, avec des temps de renouvellement qui sont extrêmement variables, allant de quasiment une absence de renouvellement de nos cellules, par exemple cérébrales. On a acquis à la naissance un capital de cellules cérébrales et elles ne se multiplient pas, sauf dans des cas justement exceptionnels de tumeurs, ou des cellules qui se multiplient de manière très fréquente, et c'est le cas par exemple de l'épithélium du cancer du côlon, pardon. Notre épithélium colique se renouvelle tous les 3 jours, c'est-à-dire que l'ensemble de nos cellules qui recouvrent notre intestin, en fait, se renouvellent en 3 jours. Donc on a des gènes qui favorisent cette division cellulaire, qu'on appelle des proto-oncogènes. Vous voyez, je vais représenter ici très schématiquement 2 chromosomes. On a hérité un chromosome de notre père, l'autre de notre mère, et chacun de ces chromosomes porte une copie du gène. C'est-à-dire que pour chaque gène, on a 2 copies. Un qu'on a hérité de notre père, un qu'on a hérité de notre mère. Donc, il y a des gènes qui contrôlent positivement le cycle cellulaire, qui vont donner des signaux à la cellule pour que celle-ci se divise. Et puis, parallèlement à ça, on a des gènes qui contrôlent négativement le cycle cellulaire, qui empêchent la cellule de se diviser. Et tout ceci est finement régulé au niveau de la cellule pour contrôler la prolifération cellulaire. On a un taux de renouvellement, donc il faut donner la capacité aux cellules de se diviser, mais sans que ça entraîne des tumeurs. Et les tumeurs sont caractérisées en fait par une prolifération cellulaire incontrôlée. Donc ça, c'est le schéma normal. On fonctionne tous comme ça, avec une régulation positive et une régulation négative dans un équilibre qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire qu'on garde un nombre de cellules qui est constant au cours de notre existence. Alors quand on vieillit, on se renouvelle un peu moins bien. Mais voilà le schéma très classique, simple. Donc on a un accélérateur et on a des freins qui fonctionnent normalement. Quand on a une cellule qui devient tumorale, eh bien on a quelque part 2 grands mécanismes qui existent. On peut avoir quelqu'un qui appuie frénétiquement sur l'accélérateur et puis quelqu'un qui a saboté les freins. Et ça conduit à la prolifération tumorale, qui est une prolifération tumorale incontrôlée. Donc les gènes qui contrôlaient positivement le cycle s'appellent des proto-oncogènes, et dans les tumeurs, en fait, deviennent des oncogènes, c'est-à-dire, le terme oncogène veut dire ce qu'il veut dire, ça favorise l'oncogenèse. Et puis, on a un autre mécanisme qui consiste à, en fait, couper les freins et à inactiver les gènes qu'on appelle gènes suppresseurs de tumeurs. Alors, les mécanismes classiques pour activer ces proto-oncogènes, c'est des mutations, c'est-à-dire qu'au niveau de l'ADN de ces gènes-là, des mutations peuvent survenir. Alors, ces mutations peuvent survenir dues au hasard. En fait, on accumule au cours de notre vie des mutations, simplement parce qu'on respire, et que l'oxygène qu'on respire provoque des produits, des métabolites réactifs à l'ADN qui vont entraîner des mutations. Donc simplement le fait d'être exposé à l'oxygène qu'on respire favorise les mutations, et ça s'accumule au cours du temps. Et ça s'accumule un peu n'importe où au niveau du génome, et par malchance, parfois, ces mutations surviennent sur un oncogène, et cette mutation va entraîner une modification de la protéine à la fin, qui est la brique élémentaire
qui sert à faire fonctionner la cellule, et va entraîner en fait une accumulation, à faire que cet oncogène va être en permanence activé et ne peut plus être régulé. Donc en permanence, on va appuyer sur l'accélérateur. Et puis dans les gènes suppresseurs de tumeur, c'est un autre mécanisme souvent, c'est-à-dire qu'au cours des divisions cellulaires qui caractérisent le cancer, il y a plein de divisions cellulaires, il y a des mécanismes qui vont faire que des segments chromosomiques sont perdus, c'est ce qui est représenté ici sur la diapositive, avec ce segment de chromosome qui est perdu. Donc il y a un des allèles qui est perdu, puis l'autre allèle est muté avec cette fois-ci une mutation non pas activatrice, mais inactivatrice. Et donc on a coupé le frein. Et puis il y a cette situation qui est décrite avec ces deux étoiles sur les gènes suppresseurs de tumeur. En fait, les prédispositions génétiques au cancer, en fait, on est porteur d'une mutation inactivatrice sur un de nos gènes suppresseurs de tumeur. C'est très fréquemment le cas. Enfin, c'est très fréquemment le cas quand on a une prédisposition. Et puis, on acquiert un deuxième élément dans la cellule tumorale, cette fois-ci, qui inactive dans la cellule tumorale, cette fois-ci, le gène suppresseur de tumeur complètement par une deuxième mutation. Ce qui explique pourquoi les tumeurs se développent plus précocement quand on est prédisposé, parce qu'on a un événement génétique qui est déjà présent et qu'il suffit d'acquérir un deuxième événement génétique dans la cellule pour qu'elle devienne tumorale, ce qui explique que cette probabilité est plus fréquente et donc survient plus précocement dans la vie chez les sujets prédisposés. Parce que sinon, il faut que ces deux événements, soit la perte et la mutation, soit les deux mutations, en fait, surviennent dans la même cellule. Et vous vous rendez compte que la probabilité que ça survienne dans la même cellule au même endroit est beaucoup plus faible que si on n'a qu'un seul événement qui doit survenir parce que l'autre est déjà présent, parce qu'on en a hérité de nos parents. Ce qui explique en fait pourquoi les prédispositions surviennent chez les sujets. Donc voilà ce qui explique cette génétique constitutionnelle héritée. Et donc, il y a deux prédispositions, pour revenir au cancer du côlon, il y a deux prédispositions majeures au cancer du côlon. L'une, je dirais, qui est assez simple à reconnaître parce qu'elle a un phénotype très particulier, c'est-à-dire une expression de la maladie très particulière qui se traduit par plusieurs centaines, voire milliers de polypes au niveau du côlon. C'est ce qu'on appelle la polypose adénomateuse familiale, avec, vous voyez, un risque relatif, si on ne fait rien, de développer un cancer qui est de 19, c'est-à-dire qu'un sujet prédisposé a 19 fois plus de risque de développer un cancer du côlon que monsieur ou madame tout le monde, et ça représente 1% des cancers colorectaux à l'heure actuelle. Et puis il y a un autre, on verra tout à l'heure quel gène est impliqué. Et puis il y a ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, qui est en fait une prédisposition au cancer du côlon, mais aussi à d'autres cancers, comme le cancer de l'endomètre, le cancer de l'intestin grêle, le cancer des voies biliaires, des voies excrétrices urinaires, et puis des voies biliaires, avec un risque relatif de développer un cancer du côlon chez les sujets qui sont prédisposés de 17. Alors, les gènes qui sont impliqués très schématiquement pour la polypose, c'est le gène APC, pour adénomatose polyposis coli, donc APC, donc c'est ce qui prédispose, lorsqu'on a une mutation de ce gène, qui prédispose à la polypose adénomatose familiale. Et puis pour les gènes du syndrome de Lynch, il y en a 4, c'est MSH2, MLH1, MSH6 et PMS2. Ce sont en fait 4 gènes qui participent à la réparation de l'ADN, très schématiquement. Et en fait, c'est un défaut de ce système de réparation qui vous prédispose à la survenue de cancer. Et en fait, là toujours, on a ce taux normal de mutation qui survient, mais parce qu'on est exposé à des agents carcinogènes, parce qu'on respire, mais on a une machinerie cellulaire qui nous permet de réparer ces mutations. Et dans le cas particulier du syndrome de Lynch, c'est qu'on a un défaut de réparation de l'ADN, qui fait que les mutations vont s'accumuler, et comme elles vont s'accumuler, le risque d'avoir des mutations sur des gènes qui contrôlent le cycle cellulaire est plus important que chez un autre individu, et donc on va faire des cancers du côlon qui surviennent plus jeunes. C'est la même chose. Alors, c'est cette observation qu'on trouve des cancers plus fréquents
et plus jeune chez les patients qui sont atteints de polypose adénomateuse familiale provient qu'on a plein de polypes. Donc, si on a plein de polypes, on a plus de risque de faire un cancer. Et par ailleurs, on a plus de risque de faire un cancer jeune parce qu'on est prédisposé avec une mutation présente dans toutes nos cellules sur le gène APC, qui est un gène suppresseur de tumeur. Voilà pour ce qui est des prédispositions majeures aux cancers colorectaux. Alors, elles augmentent, elles augmentent en particulier pour le syndrome de Lynch, elles augmentent très fortement le risque de développer un cancer du côlon. C'est un petit peu dépendant du gène qui est atteint. Vous voyez, par exemple, le risque cumulé, si on ne fait rien, encore une fois, parce qu'on a des méthodes maintenant de prévention qui font disparaître en fait la mortalité par cancer du côlon dans les familles prédisposées, à condition de se soumettre au dépistage tous les 2 ans. Vous voyez que le risque cumulé au cours de l'existence est de l'ordre de 70% pour MLH1 et MSH2, un peu plus faible pour MSH6, de l'ordre de 50%, et beaucoup plus faible pour PMS2 avec 18%. Donc le type de mutation va influencer en fait le risque de cancer dans ces prédispositions liées à ce défaut de la réparation de l'ADN. Alors, si on aborde maintenant la génétique somatique acquise, ce que je vous disais, c'est que en fait, c'est des mutations qui ne sont pas cette fois-ci héritées, mais que la cellule tumorale va acquérir, et on trouve en fait différents types d'altérations, et donc il y a 4 entités distinctes. En fait, quand on dit cancer colorectal, en fait, on devrait dire il y a différents types de cancers colorectaux. En fait, il y a des cancers colorectaux qui sont liés, vous les avez représentés ici avec ce phénotype d'instabilité microsatellitaire qui est lié à un défaut de réparation de l'ADN. Ce défaut de la réparation de l'ADN peut être hérité. Vous avez ici en fait la représentation d'une centaine de cancers du côlon. Il y en a environ 4 à 5% qui sont liés à la prédisposition dont je viens de parler tout à l'heure, qui est le syndrome de Lynch. Mais on peut avoir exactement la même chose, mais cette fois-ci acquis par la cellule tumorale. Donc ça va donner le même type de cancer du côlon avec ce qu'on appelle cette instabilité microsatellitaire qu'on va rechercher systématiquement pour préciser le traitement ensuite, et je pense que Thierry en parlera tout à l'heure, qui est cette fois-ci acquis par la cellule tumorale. Et puis, on a d'autres phénotypes qui sont beaucoup plus rares. Il y a 2% des cancers qui sont liés à ce qu'on appelle une instabilité génétique, qui sont liés à des anomalies génétiques très particulières acquises par la cellule tumorale. Et puis, à la grande majorité des cellules, des tumeurs, qui, elles, sont liées à une instabilité chromosomique, qui sont liées à ces fameux grandes cassures que je vous ai montrées tout à l'heure, de grands segments chromosomiques qui vont emporter des gènes suppresseurs de tumeurs et qui vont conduire à la survenue d'une tumeur. Et puis, il y a un phénotype un peu plus rare qui est lié à des inactivations de gènes qui sont très particulières, qui sont liées à une hyperméthylation de certaines régions du génome. Donc, vous voyez qu'il y a des mécanismes de survenue des tumeurs, du cancer colorectal en particulier, qui peuvent être extrêmement différents, conduire à des tumeurs qui sont plus ou moins agressives et qui vont avoir des conséquences thérapeutiques. C'est pour ça qu'il faut caractériser ces tumeurs. Par exemple, le phénotype qui correspond à cette instabilité microsatellitaire liée au défaut de réparation de l'ADN, ou un phénotype hypermuté qui est lié à d'autres altérations génétiques, on va devoir privilégier un traitement spécifique par l'immunothérapie, parce qu'on génère en fait une instabilité génétique, une accumulation de mutations, qui va entraîner une réponse immunitaire et dont on peut favoriser le traitement par l'immunothérapie. Thierry y reviendra tout à l'heure. La caractérisation des autres altérations génétiques, par exemple la présence de mutations de l'oncogène RAS, elle indique une résistance à certains médicaments. Donc, on ne va pas traiter les patients avec certains médicaments parce qu'ils ont dans leur tumeur une mutation, dont on sait que si elle est présente, elle va entraîner une résistance immédiate au traitement qu'on peut proposer. Et au contraire, on va réserver aux patients qui n'ont pas cette mutation ce type de traitement qui est efficace. Et ces altérations, c'est une conséquence plus récente, vont permettre d'amener un suivi
en fait, des patients, on va se servir de ces altérations génétiques comme marqueurs qu'on va pouvoir détecter dans l'ADN, dans ce matériel génétique qui est relargué par les cellules tumorales, qu'on va pouvoir prélever sur une simple prise de sang. C'est ce qu'on appelle les biopsies liquides. Donc voilà, je pense que j'ai fini, et voilà l'intérêt de toutes ces caractérisations des cellules tumorales qui permettent de développer une médecine de précision. Merci beaucoup, professeur. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, finalement, quelles sont les personnes qui vont, dans les familles, on va dire, où on connaît une maladie, quelles sont les recommandations de surveillance pour les apparenter? Et puis, par exemple, sinon, quels sont les critères qui font que vous allez faire des recherches, au-delà des recherches de caractérisation des cellules tumorales? Quand est-ce que vous allez rechercher dans la famille s'il y a un gène? Est-ce que ce sont les patients jeunes? Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement un petit peu comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, sur les prédispositions génétiques, il y a toute une série de critères qui ont été définis pour déclencher une enquête génétique. Alors, c'est l'agrégation familiale de tumeurs, c'est la survenue chez un même individu de plusieurs tumeurs appartenant au spectre des tumeurs qu'on suspecte dans le sang, ou c'est l'âge de survenue jeune dans la famille. Et en fait, c'est au moindre doute, entre guillemets, de déclencher l'enquête, on va dire génétique, qui commence essentiellement par faire un arbre généalogique, essayer d'accumuler des données, qui vont faire déclencher en fait la recherche d'une anomalie génétique constitutionnelle, c'est-à-dire présente dans toutes les cellules de l'individu. Et ce test va être déclenché sur une prise de sang, puisque toutes les cellules sont porteuses de l'altération génétique. Donc on va les rechercher dans ce qui est le plus commode à prélever, c'est-à-dire les cellules nucléées du sang, on va extraire l'ADN, on va séquencer un certain nombre de gènes et retrouver ou pas l'anomalie génétique qui est responsable de cette agrégation familiale des cancers, ou de la survenue du jeune, ou de l'accumulation de cancers chez un même individu. Ensuite, une fois qu'on a identifié l'anomalie génétique responsable de la prédisposition chez un individu de la famille, on va pouvoir étendre ce test à l'ensemble de ces apparentés pour les tester, savoir s'ils sont ou non porteurs de la même anomalie. S'ils sont porteurs de la même anomalie, ils sont à risque, et donc ils vont être inclus dans un programme de dépistage des tumeurs, j'y reviendrai. Et puis au contraire, s'ils ne sont pas porteurs de l'anomalie génétique identifiée de la famille, ils ont le même risque qu'un individu de la population française de développer un cancer, et donc on ne fera pas de mesures spécifiques de prévention. Donc en fait, on va éviter chez un certain nombre de sujets des examens, et par contre, on va focaliser la surveillance chez les sujets à risque. Pour le cancer du côlon, c'est essentiellement, enfin dans ce cadre du syndrome de Lyon, c'est essentiellement une coloscopie tous les 2 ans avec des coloscopies qui sont particulières avec une coloration spécifique du côlon, associée chez les femmes à partir de 30 ans. Alors ça, c'est pour le côlon, c'est à partir de 20-25 ans, et pour tous les 2 ans. Et pour les femmes, on rajoute en plus un examen de dépistage à partir de 35 ans, gynécologique pour le cancer de l'utérus essentiellement. Et puis, plus tard, de mesures de chirurgie prophylactique qui permettent d'éviter le risque pour les cancers gynécologiques avec une hystérectomie totale associée à une valvéectomie prophylactique pour éviter les cancers de lèvres qui sont aussi à risque dans le syndrome de Lynch. Pour ce qui est de la polypose, c'est essentiellement faire des coloscopies de dépistage et les chirurgies prophylactiques à partir du moment où on ne contrôle plus la situation par des mesures de surveillance en fonction du risque. Enfin, c'est des affaires de spécialistes pour la prise en charge. Merci beaucoup. Alors, professeur Laurent Puig, il y a beaucoup de questions pour vous, mais comme votre connexion n'est pas optimale, il y a beaucoup de grésillements. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au professeur Thierry André. Pendant ce temps-là, on règle votre problème de connexion et comme ça, on pourra vous reposer des questions et bien entendre vos réponses.
Ça vous va, je vous contacte par Internet, par mail. Alors, professeur André, ça va être à vous. Donc, vous êtes chef de service en onco médical à Saint-Antoine, mais vous êtes président de la Fondation Arcade. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, parler du traitement du cancer colorectal, c'est indispensable de passer après Pierre, parce que maintenant, vous allez le voir, on a besoin des gènes de la tumeur pour décider des traitements. On a besoin du chirurgien, on va en parler. Donc diapositive suivante. Vous avez la main, voilà, super. Donc en fait, la première chose qui est très importante, parce que là, je vais vous parler que du cancer colorectal avec des métastases. Je ne vous parlerai pas du cancer colorectal qui n'a pas de métastases, parce qu'il est très souvent guéri par la chirurgie, qui a la chimiothérapie adjuvante qui améliore le pronostic, mais on ne peut pas tout faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai décidé avec mon réseau cancer colorectal de parler que de la maladie métastatique. Donc la maladie métastatique, il faut savoir qu'il y a un but qui est d'essayer de guérir les patients. Et ça, c'est possible quand le chirurgien peut retirer toutes les métastases. Donc, ce n'est pas le cas le plus fréquent. Hein, c'est à peu près 10% des patients qui ont un cancer colorectal métastatique. Mais ça doit être, on discute des dossiers, ce qu'on appelle en réunion de concertation pluridisciplinaire, avec le radiologue, avec les oncologues, avec les gastro-entérologues, avec les anatomopathologistes, avec toutes les spécialités, les biologistes dont on a besoin pour décider du traitement, pour savoir ce qu'on fait, mais on voit les scanners et on regarde, quand on a un patient qui a un cancer colorectal métastatique, la première question est, est-ce que les métastases peuvent être retirées chirurgicalement? Donc c'est dans la grande majorité des cas pas possible, mais quand c'est possible, c'est clairement la voie qu'il faut prendre, et c'est à peu près 10% des patients. Et dans ce cas-là, on a l'habitude de commencer par une chimiothérapie avec plus ou moins une thérapie ciblée. En fait, c'est uniquement une chimiothérapie quand vraiment les métastases sont resécables. On fait 3 mois de chimio et on vérifie que la maladie n'a pas progressé, qu'elle a même diminué avec la chimiothérapie. Et là, le chirurgien retire les métastases. Il y a généralement à faire de la chimiothérapie après l'intervention, et on est vraiment dans le but d'un traitement curateur. Par contre, si la tumeur, vraiment, il y a des métastases, il y a plusieurs métastases dans plusieurs organes, à ce moment-là, la chirurgie ne semble pas une option, parce que la chirurgie n'est une option que si on peut retirer toutes les métastases et la tumeur primitive. Donc, s'il y a un nombre de métastases ou des localisations de métastases qui ne peuvent pas être retirées, on considère que la chirurgie ne va pas être utile. Elle va même pas forcément être utile. Par exemple, un patient est diagnostiqué avec un cancer colorectal, que les métastases ne sont pas resécables et qu'il a sa tumeur primitive en place. Il ne faut pas aller opérer la tumeur primitive, parce que ça ne va pas améliorer son pronostic, ça va retarder les chimiothérapies, et ça va même être probablement néfaste, et c'est ce qui a été montré. Et puis, il y a une classe intermédiaire où ce qu'on appelle en réunion de concertation pluridisciplinaire, on considère que voilà, si les métastases diminuent de taille, elles sont peu nombreuses, donc il y a une possibilité d'aller dans un deuxième temps vers la chirurgie. Et donc, c'est une classe où on va essayer de vraiment faire diminuer la maladie par les traitements pour l'amener à une chirurgie dans un deuxième temps. Donc, dans tous les cas, notre but, c'est d'améliorer la survie globale des patients et la qualité de vie. Donc, diapositive suivante. Je ne crois pas que j'ai la main pour les dias. Si, vous passez votre flèche et votre souris, et vous allez voir une petite flèche pour les passer vous-même, ce sera plus confortable. Ouais, voilà, ça y est, j'y suis. Donc en fait, quand on a un patient qui a un cancer colorectal métastatique, on a à raisonner pour essayer de trouver pour lui le meilleur traitement. Et en fait, on a 3 choses, on a 3 paramètres. La tumeur, donc de voir si les métastases sont resécables, de voir si elles sont responsables de symptômes. La localisation du cancer a une importance, parce que en fait, les gènes ne sont pas les mêmes à gauche et à droite, et ça va participer dans le choix des traitements. Et puis, on a besoin de ce qu'on appelle des facteurs moléculaires. Pierre vous a exposé un certain nombre de gènes. En fait, au jour d'aujourd'hui, pour décider d'un traitement, on a besoin du compte-rendu anatomopathologique. Dans le compte-rendu anatomopathologique, il y a le diagnostic, mais également des immunohistochimies, et notamment
des immunohistochimies pour savoir si la tumeur est MSI, et on en reparlera tout à l'heure parce que si elle est MSI, c'est une porte possible pour un traitement par immunothérapie, mais c'est peu de patients. Et puis le compte-rendu de biologie moléculaire qu'on appelle le compte-rendu de NGS, peut être fait par différentes techniques, mais maintenant c'est presque partout. NGS, ça veut dire Next Genomic, je ne sais plus quelles sont les abréviations en anglais, Next Gene. En fait, c'est les gènes de la tumeur qui sont étudiés par biologie moléculaire. Et ça, c'est fondamental parce que sans ça, on ne peut pas choisir le traitement. Et puis, il y a le patient. Ça ne va pas du tout être pareil d'avoir un patient en super état général et d'avoir un patient un peu fatigué par la maladie, son âge, ses comorbidités, le fonctionnement de ses autres organes, parce qu'il va falloir adapter le traitement. On ne peut pas faire n'importe quel traitement. Si par exemple un patient a une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique, on ne va pas pouvoir le traiter pareil que s'il a vraiment une super forme. Et puis, il y a quelque chose qui est très important, qui est la préférence du patient. Ça doit rentrer en ligne de compte. Pas il est évident qu'on veut toujours guérir de la maladie, mais parfois, il n'est pas toujours évident qu'on va pouvoir guérir. Et dans ce cas-là, il faut discuter pour prendre en compte qu'est-ce que souhaite le patient, qu'est-ce qu'il nous demande avec les traitements. Puis il y a les traitements avec l'objectif, qu'est-ce qu'il a déjà reçu, parce qu'on ne va pas raisonner pareil s'il arrive, ce qu'on appelle en première ligne, le premier traitement, ou s'il a déjà reçu d'autres traitements. Ça dépend bien sûr de l'efficacité, de la toxicité, puis de la disponibilité, puisque voilà, on est quand même dans un pays où il y a des remboursements et où on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est avec des AMM et avec des remboursements. Et ça, c'est important de le savoir. Il y a des autorisations de mise sur le marché qui sont européennes et il y a un remboursement qui se situe à l'échelon des pays. Donc, au niveau de la France, on peut tout à fait, on en reparlera, avoir des médicaments qui ont des AMM européennes, donc qui ont été jugés pouvoir être vendus par les firmes pharmaceutiques, mais où la France va dire on ne rembourse pas. Et là, on va voir que ça peut être une véritable problématique. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, quand on a un patient qui a un cancer colorectal métastatique, en dehors des paramètres cliniques, on ne va pas se traiter de la même façon un patient de 83 ans qu'un patient de 50 ans en pleine forme. Mais d'une façon globale, en fait, il y a 4 grandes catégories de patients. Une catégorie qui sont des cancers du côlon, qui sont ce qu'on appelle RAS mutés non MSI. Donc ça, on le sait par le compte-rendu de biologie moléculaire qui représente à peu près 50% des patients. Les patients qui sont RAS et RAF sauvages non MSI qui représentent 30 à 35% des patients. Les patients BRAF mutés, donc c'est une mutation particulière qui représente 7 à 8% des patients. Et puis les patients MSI, là je parle de patients métastatiques. Les tumeurs MSI, elles sont moins fréquentes au stade métastatique qu'au stade local, parce qu'au stade local, souvent elles guérissent avec la chirurgie, mais au stade métastatique, ça ne représente que 4 à 5% des patients. Et en fait, on va raisonner sur ces 4 catégories pour décider du traitement. Donc, comment est-ce qu'on va réfléchir? Il y a également le côté droit et le côté gauche, parce que les gènes, par exemple, les tumeurs MSI, elles sont surtout à droite, mais il y en a également à gauche quand c'est des syndromes de Lynch. Et que d'une façon globale, il y a certains médicaments qui marchent du côté gauche, mais qui ne marchent pas du côté droit. Donc, le côté va avoir son importance. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la grande majorité des cas, 95% des cancers colorectaux métastatiques, on va les traiter par une chimiothérapie qui associe en fait 3 drogues, les fluoropyrimidines, ce qu'on appelle le 5-FU ou les capecitabine, l'oxaliplatine, qui est une molécule de chimiothérapie, et l'irinotécante, qui est une autre molécule de chimiothérapie. Et on va utiliser 2 ou 3 produits, et on va y associer des thérapies ciblées qui peuvent être soit des anti-EGFR, si la tumeur n'a pas de mutation au niveau des gènes RAS et BRAF. Donc, si la maladie est dite sauvage, c'est-à-dire que les gènes ne sont pas mutés, il y a un intérêt de ces médicaments qui s'appellent des anti-EGFR et qui sont un médicament très utile et qu'il faut utiliser parce que dans ce cas-là, ça apporte vraiment quelque chose. Par contre, si la maladie est mutée pour RAS ou pour RAF, à ce moment-là, donc il y a également une histoire de côlon gauche, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais là, il ne faut pas utiliser les anti-EGFR, il faut plutôt utiliser ce qu'on appelle le bevacizumab, qui est ce qu'on appelle un anti-angiogénique qui bloque la néovascularisation du cancer. Donc, en plein d'années, il y a eu
plein de drogues qui sont arrivées sur le marché. Moi, quand j'ai commencé l'onco, c'était dans les années 90, il n'y avait que le 5-FU. Et en 30 ans, il y a eu, vous voyez, une douzaine de molécules qui ont eu ce qu'on appelle leurs AMM. Et au fil du temps, la survie des patients a augmenté de façon très importante grâce à ces médicaments, utilisés de mieux en mieux. Mais vu le nombre de médicaments, vous voyez que le nombre de combinaisons, le nombre de possibilités est vraiment très, très important. Et puis, il ne faut pas oublier le chirurgien, parce que la chirurgie des métastases fait partie de ces progrès. Quand il est possible de retirer les métastases du foie, du poumon, mais également du péritoine, et le péritoine, c'est également une maladie qui peut être accessible à une chirurgie, on augmente la survie des patients. Et tout ça nécessite que l'on discute vraiment avec tous les spécialistes pour l'importance de ce qu'on appelle ces réunions de concertation pluridisciplinaire pour toujours discuter de façon collégiale et même un grand expert, voilà, on peut, grâce au fait qu'on reprend le dossier à zéro et en discutant avec ses collègues, trouver des options auxquelles il n'aurait pas pensé. Moi, ça m'arrive de présenter des dossiers où je pense faire quelque chose et le fait de présenter le dossier, de tout revoir et d'en discuter avec les collègues, ça peut tout à fait ouvrir à quelque chose auquel on n'a pas pensé. Donc, c'est très important, ces réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc, en fait, j'aime beaucoup cette diapositive qui a été faite par une de mes collègues qui s'appelle Astrid Lièvre, qui travaille à Rennes, qui est PUPH, et qui, en fait, parfois, on ne peut pas guérir la maladie, on peut prolonger considérablement la vie des patients, et en fait, on va avoir comme dans les maladies chroniques, plusieurs traitements, et chaque traitement permet de gagner du temps de vie. Et donc, on a parfois, quand on a un cancer colorectal métastatique, un nombre de lignes important qui permet de prolonger considérablement la vie. Donc, il y a un petit rayon de soleil dans tout ça, en plus de ces résultats qui se sont considérablement améliorés et avec des patients qui peuvent être guéris, surtout quand on peut retirer les métastases avec des allongements de vie qui sont considérables grâce à tous ces traitements. Et puis, il y a une toute petite classe en fait, comme vous l'avez montré Pierre, des tumeurs qui s'appellent microsatellites instables, qui sont dues là pas à en fait des pertes de matériel génétique, mais qui sont vraiment dues à un défaut de réparation de l'ADN et qui peuvent se voir soit dans le cadre du syndrome de Lynch, soit de façon sporadique, parce que de façon sporadique, on peut perdre deux allèles d'un gène, avoir des mutations sur deux allèles d'un gène et avoir un défaut de réparation qui amène à faire un cancer. Donc, ça se voit dans tous les cancers. C'est plus fréquent à un stade local qu'à un stade métastatique. Et puis, pour ces tumeurs qui sont ce qu'on appelle MSI, qui sont que 5% des cancers colorectaux. Donc ça, c'est très important parce que moi, j'ai beaucoup de mails ou d'appels en me disant, mais vous avez montré que l'immunothérapie était très efficace dans le cancer du côlon. Pourquoi est-ce qu'on ne me fait pas d'immunothérapie? L'immunothérapie aujourd'hui n'a démontré son intérêt par ce qu'on appelle les anti-PD1 et les anti-CTLA4 que chez les patients qui ont cette anomalie qui s'appelle MSI, qu'on voit très facilement sur le compte-rendu anatomopathologique avec l'immunohistochimie qui montre qu'il y a ce qu'on appelle une tumeur qui perd certaines protéines et qu'on appelle déficiente mismatch repair. Et si on a une tumeur qui est DMMR ou MSI, là, l'immunothérapie a de grandes chances d'être très efficace. Et pour la première fois, je dirais qu'on a véritablement un traitement qui peut sur le long terme, même chez des patients qui sont multimétastatiques et sans l'abord de la chirurgie, amener à des très longs contrôles de la maladie. Encore trop tôt parce que c'est des traitements qui sont arrivés dans les années… on a commencé à traiter par immunothérapie dans les essais thérapeutiques les patients dans les années 2015. Mais moi, j'ai des patients qui avaient des maladies multimétastatiques qui ont été traitées dans les années 2016-2018 par de l'immunothérapie avec ces anticorps et qui, au jour d'aujourd'hui, sont en rémission durable. Donc, c'est vraiment un rayon de soleil pour cette fraction de patients qui sont MSI, qui représentent 5%, j'insiste là-dessus. Mais il faut savoir si sa tumeur est ce qu'on appelle déficiente mismatch repair ou proficiente mismatch repair, parce que si elle est déficiente mismatch repair, elle est MSI. Et dans ce cas-là, il y a indiscutablement une possibilité de traitement qui n'est plus la chimiothérapie, mais qui est l'immunothérapie.
Donc, le problème en France, et là, on en a discuté avec mon réseau colorectal, c'est le remboursement des produits. En fait, il y a des AMM. Il y a une AMM pour le pembrolizumab en première ligne métastatique suite à une étude qui a montré vraiment la supériorité et le fait que c'est des traitements moins durs que la chimiothérapie avec une meilleure qualité de vie. On a eu une AMM européenne pour le nivolumab et l'ipilimumab chez des patients qui avaient eu des chimiothérapies antérieures dans la même situation. Il y a des approbations de la FDA sans aucun problème aux États-Unis. Et en France, on a malheureusement le pembrolizumab qui n'a pas encore son remboursement, le nivolumab et l'ipilimumab qui n'a pas définitivement son remboursement puisqu'il y a eu un refus de rembourser au jour d'aujourd'hui. Et on a besoin des patients pour aller défendre leur cause sur l'accès à ces nouveaux médicaments qui sont vraiment une révolution dans cette toute petite catégorie de patients de 5% qui sont ce qu'on appelle MSI. Donc, pour conclure, je dirais que, en fait, les progrès, ils viennent on a un traitement avec les chimiothérapies, les immunothérapies, avec les chimiothérapies, les thérapies ciblées, qui permet d'avoir des résultats qui ont considérablement allongé la survie des gens. Et puis, on voit avec la recherche, on a eu les mutations de race qui ont permis de dire que l'utilisation des anticorps anti-EGFR, en plus de la chimio, permettait d'améliorer la survie des patients avec l'absence de mutation. Et puis, on a MSI, qui est ce petit rayon de soleil avec l'immunothérapie, mais on a également d'autres petits groupes de patients qui apparaissent, comme les patients qui ont, comme dans le cancer du sein, ce qu'on appelle une surexpression de HER2, les patients qui ont des fusions de gènes, comme dans le cancer du poumon, certaines mutations particulières de KRAS, avec des nouveaux médicaments qui arrivent et qui vont permettre d'améliorer les résultats dans cette maladie par des petits groupes de patients. Donc, pour conclure, je dirais que tous ces traitements, ils permettent de contrôler la maladie de plus en plus longtemps. Ils permettent de guérir certains patients. La chirurgie chez les patients qui ne sont pas MSI. Les patients qui sont MSI, il y a, on l'espère, une possibilité de guérison sur le long terme avec les immunothérapies, comme dans le mélanome et comme dans certains cancers. Il y a vraiment une nécessité toujours pour nous de diminuer les toxicités et la lourdeur de traitement. Et d'améliorer la qualité de vie. C'est quelque chose de fondamental d'essayer d'avoir des traitements qui soient plus efficaces, mais qui sont également moins toxiques et moins pénibles et moins lourds dans leur quotidien, essayer d'espacer pour que ça soit peut-être des venues moins fréquentes à l'hôpital. Voilà ce que je voulais essayer de vous résumer, en essayant de ne pas être trop compliqué. C'est toujours compliqué quand on est médecin. C'est beaucoup plus facile de parler à des médecins qu'à des patients, bien que on ait des patients devant soi, mais sur une vision globale de la maladie. J'espère que je vous ai apporté quelques éléments pour vous éclairer. Et je suis à votre disposition avec Pierre pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, professeur. J'ai une première question, en fait. Quand on a une maladie qui devient métastatique ou qui est éventuellement métastatique d'emblée, ce qui arrive malheureusement assez fréquemment pour certains patients jeunes notamment, quand est-ce que vous faites une biopsie, enfin, quand est-ce qu'il faut faire une rebiopsie dans l'histoire de la maladie? On a vu, par exemple, j'ai eu un cancer il y a quelques années, je rechute, ou mon traitement ne fonctionne plus. Entre guillemets, quelles sont les choses à savoir? Quand est-ce qu'il faut s'attendre ou demander? Donc là, je vais commencer par répondre à la question et Pierre va prendre le relais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a le diagnostic au début, on a en général un peu tout ce qu'on veut, mais il y a des situations où, quand on a essayé un peu tous les traitements conventionnels, il peut être très intéressant de rebiopsier la biopsie pour avoir accès à des programmes de génomique qui peuvent amener à des essais thérapeutiques. Et là, je passe la parole à Pierre. Alors, c'est vrai que c'est des tumeurs des altérations. Vous m'entendez pas? Non, c'est que il y a des grésillements absolument terribles. Avec ton micro, il y a un problème. En fait, votre connexion est très mauvaise, elle est très faible. Je pense que peut-être qu'il faut que vous ressortiez, que vous reveniez, ce sera plus simple. Oui. Excusez-nous, mais là, on ne vous entend plus du tout. Donc, en fait, pour introduire ce que va dire Pierre, c'est qu'il y a deux programmes en France où on peut, quand on a fait les traitements conventionnels et qu'on est en échec thérapeutique, il y a possibilité de faire une biopsie qui doit être congelée. Donc, c'est un peu techniquement
plus complexe, elle va être, après que votre dossier ait été discuté justement dans des réunions de spécialistes, il y en a une en Île-de-France qui est coordonnée par Pierre-Laurent Puig, et il y en a une également ailleurs en France. On voit si en fonction de vos gènes, c'est utile de faire cette biopsie parce qu'il y a une probabilité de trouver quelque chose. Et si le comité dit oui, ça vaut le coup de faire la biopsie, à ce moment, on fait la biopsie. Et si on trouve quelque chose de rare ou qui peut orienter vers un nouveau médicament, à ce moment-là, ça ouvre la porte d'un traitement, soit dans le cadre d'un essai thérapeutique, soit dans le cadre du soin courant, si on trouve quelque chose qui n'avait pas été vu lors des premières biopsies. Et toujours sur la notion des biopsies, il y a une question autour de quelle est la place de la biopsie liquide par rapport à une biopsie de tumeur. Est-ce qu'on voit les mêmes choses? Est-ce que ça sert à suivre la maladie? La biopsie liquide, c'est quelque chose qui est en cours d'investigation. C'est quelque chose qui n'est pas validé aujourd'hui, qui n'est pas remboursé par nos. Mais c'est quelque chose qui a un très grand essor. Il y a un essor industriel avec beaucoup de firmes qui travaillent là-dessus. Il y a Pierre-Laurent Puig a un test académique qui marche relativement bien. Et c'est très utile parce que ça peut permettre, au lieu de biopsier, de trouver les mêmes mutations que dans la tumeur, de les trouver sur l'ADN qui circule. Donc, il y a déjà des applications cliniques, mais qui sont encore marginales parce que c'est pas encore rentré dans les pratiques, mais c'est sûrement l'avenir et ça va arriver dans notre quotidien. Mais actuellement, on est encore dans une phase de recherche où on commence à avoir des choses très intéressantes et des choses qui se précisent, mais la biopsie liquide, je dirais, n'est pas encore utilisée en soins courants. C'est surtout de la recherche et elle va arriver dans le soin courant très prochainement, mais pour l'instant, on l'utilise. Pierre, revoilà Pierre. J'ai introduit, Pierre, le programme Sequoia que tu coordonnes. Et là, on en était question à la biopsie liquide et j'étais en train d'expliquer que c'était actuellement surtout de la recherche et que on pouvait l'utiliser dans certains cas en clinique, mais que on était dans une phase de transition. On a besoin de valider pas mal de choses avant de s'en servir pour le traitement des patients au quotidien. Et tu as sûrement quelque chose à rajouter là-dessus. Alors, sur le programme Sequoia, ça va mieux ou pas C'est mieux, là. Donc, c'est un programme qui est un programme voulu par le gouvernement français, qui a été lancé, qui permet en fait d'accéder à des technologies de séquençage très large échelle qui permettent en fait de séquencer la totalité du génome d'une cellule tumorale et d'avoir une vision, je dirais, complète des altérations génétiques d'une cellule. Pour l'instant, elle est réservée à quelques indications qui sont les patients en échappement thérapeutique, donc des patients atteints d'un cancer du côlon peuvent bénéficier de ce programme. Il y a quelques limitations, il faut avoir du tissu congelé, il faut accéder à du tissu congelé, donc préservé dans d'excellentes conditions. Donc on est amené, dans un certain nombre de cas, quand on pense que cela peut être utile, à reprélever le patient pour avoir accès à du matériel congelé. Ce que je disais avant d'être interrompu par les problèmes techniques, c'est que en fait, la tumeur évolue au cours du temps. Elle évolue parce que les traitements vont éventuellement modifier son génome, parce qu'elle va acquérir des mutations de résistance aux médicaments qu'on va pouvoir donner. Et donc, il est important, quand la maladie a évolué sur un laps de temps relativement long, de se reposer la question en fait, des altérations génétiques. Ce qu'on veut traiter, c'est la maladie dont est porteur le patient au moment où on le voit et pas la maladie qu'il avait il y a 5 ans, par exemple, parce que des modifications substantielles peuvent survenir. Je ne sais pas si j'ai répondu, complété tes réponses que tu as pu faire pendant que j'étais en train Si, Pierre, mais ce qu'il faut bien préciser aux patients, c'est que voilà, il ne faut pas le faire chez tout le monde. Il faut le faire. Il faut le faire. Voilà, il y a un comité qui voit les dossiers, qui voit si c'est un intérêt éventuellement de le faire en fonction des autres mutations et en fonction de l'histoire de la maladie.
parce que c'est pas simple cette biopsie, ça a des inconvénients, et voilà, il faut que l'indication soit posée par un comité d'experts pour être sûr que ça a un potentiel intérêt. C'est pas parce que la biopsie qu'on va forcément trouver quelque chose à faire, et il faut que ce comité. Il faut que le risque, tout à fait, que le risque qu'on fait courir par ces prélèvements supplémentaires est une probabilité quand même substantielle de déboucher sur une option thérapeutique. Et par exemple, s'il y a certaines mutations dès le début, il y a peu de chances dans certaines situations de trouver autre chose. Donc parfois, le comité dit là, c'est pas intéressant de le faire. Là, il n'y a pas de mutation. Donc oui, là, ça vaut vraiment le coup quand il y a des discussions au cas par cas pour essayer de mieux orienter. On voit tous les dossiers de ces patients et on étudie effectivement de façon très attentive les cas. Alors, nous, on a une question sur le fil de Cyril qui demande pourquoi il n'y a pas systématiquement un génotypage chez tous les patients atteints de cancer colorectal pour voir si il pourrait y avoir un risque pour les descendants si elle est d'origine, si elle est somatique ou acquise ou génétique. Oui, j'ai vu la question. En fait, c'est moi qui n'ai pas dû être clair. Les mutations qui sont acquises ne peuvent pas être transmises. Les mutations acquises au cours de l'existence dans une cellule tumorale ne sont pas transmissibles. Elles sont spécifiques des cellules tumorales. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à les détecter pour savoir si on risque de les transmettre. Par contre, il faut faire, dans le cadre du cancer du côlon, il est systématique de caractériser la tumeur lorsqu'on est dans une situation métastatique, pour chercher les fameuses mutations CARAS, les amplifications d'HER2. Pour les tumeurs, pour détecter le caractère MSI d'une tumeur, on va le faire très précocement. Il est recommandé maintenant quasiment de le faire à tous les cancers du côlon parce que ça a une incidence sur le plan thérapeutique et ça peut suggérer qu'il existe une prédisposition si dans la tumeur on retrouve ces caractérisations d'instabilité génétique qui peuvent entraîner, ensuite déclencher la recherche, dans un certain nombre de cas, la recherche d'une prédisposition génétique. Donc en fait, le MSI, tu es d'accord avec ce que je dis Thierry, pour tout le monde, quasiment. Et puis, la caractérisation plus large, seulement quand on devient métastatique, parce qu'à ce moment-là, on a une stratégie thérapeutique qui va dépendre, en fait, des caractérisations somatiques de la tumeur. Donc, en fait, pour simplifier ce que dit Pierre, en fait, ce qu'il va falloir, c'est orienter le patient vers une consultation d'oncogénétique si il a une forte probabilité d'avoir un syndrome de Lynch ou s'il a plein de polypes dans le côlon. Tu es d'accord avec ça, Pierre? Absolument. Et le syndrome de Lynch, on le détecte sur le phénotype d'instabilité microsatellitaire qu'on détecte dans la tumeur, qu'on a relevé au patient, quel que soit le stade de la tumeur. Tout à fait. Et quand on a une tumeur MSI, donc nous, on a une petite... on a des tests complémentaires pour savoir, parce qu'il y a certaines tumeurs MSI qui sont dues à l'âge, et si elles n'ont pas certaines caractéristiques, il n'est pas toujours obligatoire de les envoyer en oncogénétique. Mais ça, je dirais que c'est une histoire de spécialistes à discuter au cas par cas. Alors du coup, je voudrais reprendre une question de Mike sur le fil. C'est finalement... Ce qu'on comprend, c'est que tout patient qui a une maladie métastatique devrait en fait avoir un peu la carte d'identité de sa maladie. On devrait lui expliquer en fait les caractéristiques donc de la génétique de sa tumeur. Est-ce que du coup, si on n'a pas eu cette information, à qui on peut demander de mieux comprendre finalement sa maladie? Et c'est l'occasion de faire le point avec une question de Laure qui est aussi... finalement, la recherche clinique, on ne la connaît pas forcément partout, elle n'est pas forcément proposée dans tous les centres. Donc, quels sont les messages pour les patients qui nous écoutent de finalement poser des questions pour typiquement accéder à une RCP ou un avis d'expert sur son dossier? Quels sont les bons réflexes? À quel moment se poser sa question ou dans quelle situation?
C'est compliqué comme question. Je ne sais pas, je commence et puis Pierre prendra la suite. Il ne faut pas mélanger le génotypage complet de la tumeur avec un panel de gènes dont on a besoin. En fait, dans chaque tumeur, que ce soit dans le cancer du côlon, les experts ont défini de quoi on avait besoin pour traiter les patients. On ne fait pas de génome, on fait pas de génome entier. On a besoin de certains gènes et ça, c'est indispensable. Maintenant, tout le monde doit avoir ça. Tout patient qui a un cancer du côlon métastatique doit avoir un panel de gènes pour savoir s'il faut le traiter par anti-EGFR, par certains médicaments. Après, comment savoir quand l'accès aux essais thérapeutiques? Je ne peux pas répondre clairement à cette question. Il y a l'INCA qui a un site avec tous les essais en cours. Et en fait, il est certain qu'il faut essayer de comprendre sa maladie et il faut essayer d'en discuter avec son oncologue. Mais je ne peux pas vous répondre clairement à cette question. Ce qui est clair, c'est ce que vous avez expliqué, Pierre, c'est que si on est avec une maladie avancée et qu'on est avec un recours assez limité à des traitements, il y a ces programmes de biopsie dont on a parlé. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Thierry. C'est en fait la caractérisation des tumeurs, je dirais, il y a des panels maintenant de niveau 1 qui sont faits sur l'ensemble des plateformes qui ont été quelque part labellisées par l'INCA. Il y a 28 ou 29 plateformes en France. Il y a maintenant aussi des laboratoires privés qui font ces tests, qui consistent à caractériser les principaux gènes pour lesquels on a des thérapeutiques qui ont eu une autorisation de mise sur le marché. Typiquement, c'est les mutations RAS, BRAF éventuelles, le statut MSI. Donc tout ça est fait, on va dire, en routine, théoriquement. Donc il faut s'assurer que ce soit fait pour un patient qui a une maladie métastatique, ça c'est sûr, mais théoriquement c'est fait et les enquêtes de l'INCA montrent que la quasi-totalité des patients qui ont une maladie métastatique ont ce type de panel de niveau 1. Ensuite, effectivement, on rentre dans des choses plus, on va dire, compliquées, qui sont pour l'instant pas exactement du domaine de la recherche, mais en tout cas d'une transition soins-recherche, qui sont de caractériser plus largement les tumeurs en cas d'échec thérapeutique dans des conditions où on n'a pas trouvé en fait l'anomalie qu'on considère comme étant responsable de la maladie tumorale. Voilà, en sachant que ces examens ne débouchent que dans un faible nombre de cas sur ce que je parle, le génome à large échelle ne débouche que dans un faible nombre de cas sur une, on va dire, conséquence thérapeutique qu'on va pouvoir proposer aux patients. En particulier dans le cancer du côlon, où il y a des anomalies qui sont considérées comme extrêmement drivers, c'est-à-dire qu'elles vont induire le cancer. En fait, il y a relativement peu de cas pour lesquels on va pouvoir agir, en particulier dans le cadre du cancer du côlon. C'est quelques pourcents, donc voilà. Donc, c'est pas forcément je dirais, une solution qui va déboucher sur quelque chose. Donc, on la réserve au cas où on pense qu'on peut faire quelque chose. Donc, c'est des tumeurs très particulières sur lesquelles on n'a pas compris pourquoi il y avait une tumeur. Merci beaucoup. Alors, vous avez déjà répondu à 2 questions sur l'accès à la recherche clinique. Donc, c'est l'INCA sur son site a répertorié l'ensemble des essais cliniques en cours. Donc, voilà, on a répondu à Laure. Et alors, il n'y a pas que l'INCA, chaque centre a, en général, moi par exemple à Saint-Antoine, j'ai un site avec tous les essais qui sont ouverts dans mon service. Je pense que c'est la même chose à l'HEGP. Il y a l'Institut Gustave-Roussy a sur son site tous les essais. Et l'INCA centralise un petit peu l'ensemble des essais qui sont faits partout en France. Mais pour les patients, c'est assez compliqué de s'y retrouver là-dedans. Et en effet, ils ont besoin de leur oncologue pour en discuter. Et je pense qu'il ne faut pas, quand on est patient, hésiter à en discuter avec son oncologue. Et plus le patient comprend sa maladie, plus il va comprendre si en effet il y a, s'il faut mieux faire les traitements standards ou s'il faut mieux aller vers un nouveau traitement parce que les traitements standards ne répondent pas à sa demande.
Et sur mon réseau cancer colorectal, on a des dossiers, entre guillemets, où on remet ces indications pour que les gens retrouvent les liens plus facilement. Mais c'est vrai que ça reste une question importante. Et c'est aussi important de rappeler que cette recherche, elle est française, mais elle est aussi internationale. Et donc, il y a des échanges à la fois au niveau des chercheurs, des médecins, mais aussi des associations de patients. Et c'est l'occasion de rappeler que mon réseau cancer colorectal, grâce à la présence de ces patients experts et membres, et aussi membre de DICE, donc Digestive Cancer Europe, et ça permet aussi un échange avec des patients internationaux, notamment anglo-saxons. Ça nous permet d'être un peu au courant de ce qui bouge, et notamment des problématiques d'accès. C'est pas le sujet de ce soir absolument, mais c'est vrai que c'est important qu'on y travaille conjointement pour que les molécules qui ont fait je dirais, preuve de leur intérêt, puissent accéder de façon équitable aux patients qui pourraient en avoir besoin. Alors, Oriane, je te laisse prendre une autre question, puis on va poursuivre. Oui, alors, on a une question de Touba qui nous dit: les gènes de la tumeur sont parfois différents entre la tumeur et dans le sang. Est-ce que cela signifie qu'il y a des mutations des métastases? Comment vous expliquez cette différence? C'est une très bonne question parce que effectivement, voilà, vous avez une tumeur primitive. Cette tumeur primitive est à l'origine des métastases qui vont éventuellement apparaître. Et à l'origine de ces différentes métastases, c'est des différentes cellules tumorales qui sont parties de la tumeur primitive. Comme la tumeur primitive est hétérogène, ce qu'on va retrouver dans les différents sites métastatiques n'est pas forcément identique dans toutes les métastases. Et en plus, les métastases vont évoluer pour leur propre compte, c'est-à-dire que l'évolution génétique des tumeurs va se poursuivre dans les différents sites métastatiques, et ce, de manière indépendante les unes des autres. Donc, quand on fait une biopsie d'une maladie métastatique, on prélève un tout petit fragment de la métastase, mais d'une métastase, alors qu'il y a potentiellement plusieurs autres métastases. Et donc, on n'a pas un reflet complet de ce qui se passe en fait dans la maladie tumorale au sens large. C'est tout l'intérêt potentiel des biopsies liquides qui en fait recherchent dans le sang les anomalies génétiques qui sont relarguées en fait par les cellules tumorales, quel que soit le site de la métastase et le nombre de métastases. Et donc, on estime, pour l'instant, ça mérite encore d'être complètement vérifié, mais on estime que la biopsie liquide, qui est en fait une prise de sang, est un reflet plus statistique de l'ensemble de la maladie tumorale que d'aller biopsier simplement un seul endroit, qui est en fait un tout petit fragment de la tumeur, et on a une vision, je dirais, très focale de la maladie, alors que la maladie est générale, puisque c'est une maladie métastatique. Donc on pense que les prélèvements sanguins sont un meilleur reflet de ce qui se passe dans la totalité de l'organisme, plutôt que d'aller biopsier un tout petit fragment. Donc c'est un des intérêts de la biopsie liquide. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. C'est très important. Le problème de la biopsie liquide, c'est qu'on, voilà, dans la majorité c'est pas quelque chose qu'on utilise de façon en soins courants. Donc on le fait dans certains centres hyper spécialisés, comme le centre de Pierre, mais c'est pas de la routine, et il y a finalement pas on peut pas avoir de la recherche d'ADN tumoral circulant partout dans tous les hôpitaux en France. Et on a, voilà, il y a vraiment une énorme recherche qui est faite sur ce sujet. Ça va arriver, on en est sûr, mais on n'y est pas encore tout à fait pour la pratique quotidienne. Il y a certaines circonstances où on en a besoin, et c'est fait dans le cas-là dans des labos spécialisés pour éventuellement refaire des administrations de produits qui ont déjà été efficaces. Mais on avance, mais c'est long. Hein.
Et merci d'ailleurs de continuer à travailler, chercher et d'avancer comme ça pour les patients. Alors, une question peut-être avec un petit pas de recul. Il y a un certain nombre de patients qui sont jeunes, qui tombent malades avant 50 ans, avant l'âge du dépistage. Et malheureusement, parmi ces patients, il y a des patients qui sont d'emblée métastatiques parce que le diagnostic est tard, ou en tout cas, ou j'allais dire suite à une urgence ou chose comme ça. On entend dire qu'il y a une augmentation du cancer colorectal chez les patients jeunes. Est-ce que c'est des maladies, est-ce que ce sont les mêmes maladies? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'on a une explication, ou des débuts d'explication sur ces évolutions? Mais aussi, est-ce que ce sont des maladies un peu différentes dans leurs caractéristiques et qui nécessitent peut-être une caractérisation différente? Pierre, je te laisse répondre. Alors, Pas facile comme question. non, c'est pas facile. C'est effectivement, cette augmentation d'incidence chez le sujet jeune est une réalité. Maintenant, les explications, moi, je n'en ai pas, objectivement. Ça nécessite des travaux de recherche pour essayer de comprendre. Et les profils évolutifs, moi, j'ai jamais vu des choses très convaincantes sur des profils évolutifs différents, maladies très différentes. Voilà, j'ai pas de plus d'explications que ça. C'est toujours extrêmement perturbant de voir ces cas jeunes. On en voit beaucoup parce qu'on est dans des centres auxquels on les réfère. On ne trouve pas forcément des anomalies génétiques de prédisposition. Hein. C'est assez souvent des malades pour lesquels on ne trouve rien on n'explique pas. Simplement, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est qu'on ne sait pas, mais qu'il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le microbiote et que le microbiote, on commence à voir que certaines bactéries, en fait, c'est très compliqué, mais sont plus fréquentes en cas de cancer que chez les gens qui n'ont pas de cancer. Il y a sûrement une histoire d'environnement, d'interaction entre le microbiote et l'environnement. Donc voilà, il y a énormément de travail qui est fait pour essayer de comprendre. Actuellement, on n'a pas la clé, mais ça se situe entre les gènes que l'on hérite, probablement l'environnement, c'est une équation avec 3 paramètres. Nos gènes, l'environnement et puis les bactéries qui sont probablement un troisième partenaire très important dans l'histoire de la carcinogénèse du côlon. Les bactéries ou les virus? Bactéries, les virus, même les champignons. Oui, les champignons. Finalement, on a plus de bestioles dans le bide que de cellules dans le corps. Donc, c'est assez. On a vraiment des choses. On a vraiment un monde à l'intérieur. Énormément de bactéries, de virus, de champignons à l'intérieur de notre tube digestif. Je l'ouvre. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez, parce que Mars bleu, c'est le mois de sensibilisation au cancer colorectaux et dépistage, etc., nous rappeler les règles de dépistage dans la population générale et chez les personnes qui sont apparentées à quelqu'un qui a été atteint d'un cancer colorectal, s'il vous plaît. Si tu veux, donc pour l'instant, donc le dépistage en population générale, si je ne dis pas de bêtises, c'est un dépistage de sang dans les selles à partir de l'âge de 50 ans qui doit être fait tous les 2 ans. Il me semble que c'est jusqu'à l'âge de... vous avez raison, parce que si on commence à 50 ans et qu'on le fait tous les 2 ans, forcément, on ne tombe pas sur 75 ans, mais sur 74, j'aurais dû y penser. Voilà, ça c'est le dépistage pour monsieur, madame, tout le monde, en sachant que le risque de développer un cancer du côlon chez un homme français est de 5% grossièrement et de 3,5% pour une femme française. C'est-à-dire c'est le risque cumulé au cours de l'existence jusqu'à 75-80 ans de développer un cancer du côlon. Donc le risque, 3,5 pour les femmes, 5 pour les hommes, donc c'est un cancer qui est fréquent. Que si on se soumet à ce dépistage, on réduit la mortalité par cancer du côlon pour les gens qui se
soumettent au dépistage de 30%. Donc on réduit de 30% le risque de mort par cancer du côlon chez les gens qui se soumettent au dépistage. Globalement, donc, c'est un programme qui est efficace. En population générale, c'est un programme de santé publique, c'est-à-dire que le coût bénéfice-risque pour la population a été estimé très positif, c'est pour ça qu'on l'a instauré. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est pour le monsieur et madame tout le monde. Avant que tu continues, Pierre, ce qu'on peut dire, c'est que ce programme de dépistage, il fonctionne pas bien en France, puisqu'il n'y a que 30% de la population française qui y adhère, et que, par exemple, dans des pays comme la Hollande, où 70 ou 80% de la population y adhère, on a une diminution de la mortalité qui a été très visible, que l'on ne voit pas en France. Oui, donc, il y a énormément de travail à faire pour sensibiliser la population. C'est la première fois qu'on entend des trucs à la radio le matin sur le test de dépistage du cancer colorectal. Donc, il faut sensibiliser les gens à faire ce dépistage qui est efficace et qui, comme tu l'as dit, diminue la mortalité de ce cancer. Alors maintenant, pour les sujets qui ont un antécédent au premier degré de cancer du côlon avant l'âge de 70 ans, c'est-à-dire vous avez un parent qui a eu un cancer du côlon avant 70 ans, les recommandations sont de dépister le cancer du côlon cette fois-ci par des examens morphologiques, parce que votre risque est plus élevé que celui de monsieur et madame tout le monde. On estime que le risque est multiplié par 2. Donc, en fait, vous multipliez le pourcentage que je vous ai donné en population générale de risque de développer un cancer du côlon entre 2 et 3 en fonction de vos antécédents. Et donc, on estime qu'il faut commencer le dépistage, cette fois-ci, par des coloscopies, par un examen morphologique qui va aller voir l'intérieur de votre côlon. Et ceci vers 45 ans, avec un dépistage tous les 5 ans, en fonction, qui peut être raccourci en fonction des constatations endoscopiques qu'on est amené à faire. C'est-à-dire, si on vous trouve des polypes, peut-être qu'on sera amené à rapprocher un peu plus ces examens en fonction du nombre de polypes, de leur taille, de la nature des polypes, etc. Mais c'est les gastro-entérologues qui savent faire ça. Et ça, c'est pour la prédisposition, on va dire, d'origine familiale, mais pas génétique, au sens où on entend on a identifié un gène. Et effectivement, si on a identifié un gène de prédisposition, là, les consignes grossièrement, c'est de commencer les coloscopies tous les 2 ans, cette fois-ci, avec à partir de 20-25 ans pour les syndromes de Lynch. Donc on est dans des rythmes et des modalités de dépistage qui sont en fait extrêmement dépendants de l'identification de l'éventuelle prédisposition. Tu es d'accord? Merci. Oui, ce qui est très important dans ce qui Pierre, c'est que si on a un grand-père qui a fait un cancer du côlon à 85 ans, on ne doit pas systématiquement faire une coloscopie. Hein, c'est 70 ans. Alors après, il y a différents guidelines sur l'âge et tout, mais voilà, c'est un antécédent de cancer ou plusieurs personnes dans sa famille, mais avant un certain âge. Si c'est très âgé, ça ne compte pas, entre guillemets. Hein, ou ça compte que s'il y a plusieurs cas. Alors, c'est entendu et c'est important pour nous dans notre réseau d'être bien conscients de ces réalités, puisqu'évidemment, il peut y avoir des situations très, très différentes, notamment sur l'âge des personnes qui sont touchées. Donc ça, c'est un message très important. Moi, j'ai une autre question très concrète, sur mon réseau cancer colorectal. Il y a des gens qui ont un cancer du côlon, puis il y a beaucoup de patients aussi qui ont un cancer du rectum. Et la question que je me posais, c'est est-ce que tout ce qu'on a expliqué ce soir, notamment sur les caractérisations, sur on va dire certains types de maladies, est-ce que c'est les mêmes types de traitements médicamenteux pour les cancers du rectum ou en fait pas du tout, il faut qu'on fasse une autre conférence assez vite? Oui, c'est les mêmes traitements quand la maladie est métastatique, avec la petite différence que le cancer du rectum, il y a un risque local et qui nécessite de mettre dans l'arsenal thérapeutique les rayons. Hein, et il y a souvent une question de radiothérapie dans la stratégie globale de prise en charge du cancer colorectal qu'il n'y a pas dans le cancer du côlon. Pour faire ça. Très bien, on va s'arrêter vu l'heure sur ce message simple, mais qui nous permet de vraiment de partager pour tous donc le replay de la webconférence qui sera mis en ligne très prochainement. L'important, Laure, un message, c'est, moi, comme tout le monde et comme beaucoup d'oncologues médicaux, on a sans arrêt des demandes d'immunothérapie pour le cancer du côlon.
bien insister sur le fait que l'immunothérapie ne marche que actuellement chez les patients qui ont une tumeur MSI et que ça ne marche pas chez les patients qui ont une tumeur qui n'est pas MSI. Donc ça, c'est très important que le message soit clair sur ce point. On espère qu'on va avoir des immunothérapies qui vont marcher. On va peut-être trouver des sous-groupes en plus des patients MSI, mais au jour d'aujourd'hui, l'immunothérapie n'est que pour les patients qui ont une tumeur microsatellite instable. Ça me semble très important comme message. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un message, vous aussi, professeur Laurent Puig, avant qu'on se dise bonsoir? Alors, non, pas spécifiquement. J'adhère complètement à ce que vient de dire Thierry. Je n'ai pas de message particulier, non. Si ce n'est dépister le cancer du côlon. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière webconférence qui sera sur finalement les chirurgies et quand on a donc besoin d'une stomie, donc le rôle de la stomathérapeute, et on aura aussi le témoignage et la présentation de Cyril, patient expert de mon réseau cancer colorectal, puisque le lendemain, nous lançons le projet Ma vie avec la stomie, donc une série de vidéos qui permettra d'écouter soignants et patients dans des vidéos qui vont permettre de mieux comprendre, mieux découvrir, mieux appréhender cette réalité qu'est la stomie, qui fait souvent peur aux personnes. Et c'est l'occasion aussi donc de vous remettre les liens, je pense, dans le chat, voilà, qui doit s'afficher. Et encore pour quelques semaines, on a une enquête sur les répercussions des traitements des cancers colorectaux sur la vie intime et sexuelle. C'est très important, si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y répondre, de le faire. Donc, je vais laisser aussi la personne à la technique, voilà, vous mettre tous les liens. Donc, pour notre webconférence, le lancement de Mastomie et là, le questionnaire vie intime et sexualité qu'on ne manquera pas de partager avec nos médecins préférés pour les sensibiliser à ce sujet. Eh ben, merci à toutes et tous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, professeur Laurent Puig. Merci beaucoup, professeur André. Et bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Bonsoir.